Ancien ministre des Communications et Médias, ancien porte-parole du gouvernement jusqu'en 2019, Lambert Mende Omalanga est l'une des figures emblématiques de la scène politique en RDC, mais aussi témoin de la manière de gouverner de chaque régime politique. Le président de la CCU est aujourd'hui l'invité des grandes interviews, et en plus au moment où l'actualité est dense. Monsieur Lambert Mende, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Actuellement député national, président de la Convention des Congolais Unis. Aujourd'hui, l'opinion est divisée autour du débat concernant les changements ou la révision de la Constitution. Comment vous commentez ce débat, pour commencer? Je dirais d'abord qu'il n'y a là rien que de très normal dans une démocratie que sur un choix aussi fondamental que celui de la loi, qui est la loi mère, la Constitution, qu'un débat très animé, très controversé, ait lieu au sein de la classe politique. C'est notre avenir, notre devenir qui sont en jeu. Et donc il est normal que les Congolais puissent chacun faire entendre son point de vue, le son de sa voix, parce que c'est un problème qui concerne tous les 110 millions de Congolaises et de Congolais. Donc il ne faut pas dramatiser, qu'il y ait un débat, c'est tout à fait normal. Ce qui est plus important, c'est le contenu du débat, c'est les orientations qui vont en sortir et c'est leur impact sur le bien-être collectif des Congolaises et des Congolais. Et donc vous êtes favorable à un changement ou à une révision de la loi fondamentale? Tout à fait. Je pense que la situation actuelle du pays commande à ce qu'il y ait des réformes. Et des réformes qui ne peuvent pas se faire en dehors de la loi mère, c'est-à-dire des réformes constitutionnelles. Cela fait maintenant exactement 20 ans que nous nous sommes donné la loi fondamentale qui nous régit aujourd'hui. Je pense que 20 ans, c'est un âge suffisamment long pour nous permettre de revisiter ces dispositions que nous nous sommes données. Quels ont été leurs impacts? Quelles ont été leurs influences sur notre vie quotidienne? Corriger là où il faut corriger, renforcer là où il faut renforcer. C'est un droit inaliénable du peuple congolais. Et il n'y a personne qui peut lui enlever ce droit. Et donc l'argument principal à vous suivre, c'est donc la durée qu'a fait cette constitution, puisque vous parlez de 20 ans. Il y a la durée, et puis il y a aussi l'évolution des composantes de ce que nous appelons le peuple. Vous savez, le peuple, c'est une entité qui se fixe dans des circonstances de temps, dans des circonstances de lieu, dans des circonstances d'histoire. Et donc, le peuple d'aujourd'hui n'est pas le peuple de 2003-2006. Il a évolué. Mais le concept du peuple contient en lui-même des droits inaliénables qu'on ne saurait remettre en cause. Personne ne peut enlever au peuple le pouvoir de décider de son sort, de ce qu'il devient. C'est la quintessence même de la notion de démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Exactement. Je vous ai présenté au début de l'émission comme l'un des témoins de la manière de gouverner de chaque, ou je vais dire de plusieurs régimes dans notre pays. N'est-ce pas que ce peuple s'est déjà décidé en 2005? Bien sûr qu'il s'est décidé en 2005, en prenant appui sur les réalités qui existaient à l'époque. Nous sommes en pleine guerre mondiale africaine, comme on l'a appelé la première et la deuxième crise sécuritaire provoquée par le Rwanda dans notre pays à partir de 1996. On essaye laborieusement d'en sortir. Il faut se plier aux exigences des belligérants. Il y en avait 3 ou 4. Et donc c'est à ce moment-là qu'on se retrouve à Sun City, qu'on revient ici à Kinshasa, que de dialogue en concertation, de concertation en dialogue,
nous essayons de mettre en place les conditions d'une paix que tout le monde souhaitait. La situation a évolué aujourd'hui. Il est venu le temps que nous puissions récupérer notre pleine autonomie, notre pleine souveraineté. Puisque parmi les belligérants auxquels il fallait répondre en 2003, 2006, il y a aussi des partenaires étrangers, il y a aussi des protagonistes étrangers. Il y a le Rwanda qui s'est invité au Congo depuis 1996. Il a même changé un régime politique. Mobutu est parti, pas chassé par qui que ce soit. C'est les Rwandais qui ont chassé Mobutu et qui ont placé Mzee Laurent Désiré Kabila, même si après, ils se sont écrépés les Chinois, ils ont assassiné Mzee Laurent Désiré Kabila. Donc il faut maintenant que les Congolais, par eux-mêmes, pour eux-mêmes, mettent en place un système d'organisation politique et institutionnelle qui leur apparaît comme susceptible de résoudre les problèmes qu'ils ont quotidiennement. Alors, vous évoquez l'article 5 sur lequel repose même la démarche du député national Ngonda Nkoy. Mais lorsque vous lisez la Constitution, il y a la révision qui est prise en charge par la loi mère et non les changements. Comment on va arriver à changer ou à entreprendre une démarche non prise en charge par la loi mère? Je pense qu'il faut faire la part des choses. Ce qui est dit dans la Constitution, ce qui limite les initiateurs d'une révision constitutionnelle concerne les détenteurs du pouvoir, les détenteurs du pouvoir qui est reconnu à un peuple d'agir, d'une part par ses représentants, que nous sommes, oui, députés, sénateurs, députés provinciaux, conseillers communaux, gouverneurs, présidents de la République, etc., mais n'implique pas le souverain primaire qu'est le peuple. C'est ce souverain primaire qui s'est prononcé en 2005 par le référendum, qui a été promulgué en 2006. C'est ce souverain primaire qui va s'exprimer, si Dieu l'aide, que les conditions sont remplies, grâce à cette loi référendaire que notre collègue, le professeur Ngonda Nkoy, nous a soumis et qui a pu être amendée pour être adoptée après avoir été adaptée aux situations actuelles. C'est toujours ce souverain primaire qui va se prononcer. Donc il ne s'agit pas d'une initiative de représentants qui pouvaient réviser la Constitution. Ici, le souverain primaire, par le référendum, n'a pas de limite. Et il n'y a que Dieu. Vous n'avez fait que baliser les chemins. Oui, il n'y a que Dieu qui est au-dessus du souverain primaire. Nous qui avons édicté cette Constitution et l'avons soumise au souverain primaire en 2005, nous n'avons aucun pouvoir de dire que nous arrêtons le temps à ce niveau-là. Le temps ne s'arrête pas. On ne peut pas empêcher un peuple de se donner les voies et moyens d'arriver à ce qui lui apparaît comme l'alpha et l'oméga de ses propres aspirations. C'est là la différence. Alors, je vous avais posé cette question, mais je la pose autrement. Honorable Lambert Mende, qu'est-ce que nous voulons? Où le peuple veut réellement changer dans cette constitution-là? Vous en avez une idée? Oh, il y a beaucoup de points qui sont à revoir. Il y a des choses qui étaient tout à fait compréhensibles dans le contexte de 2005-2006, c'est-à-dire l'après 1996, l'après intrusion du Rwanda dans les affaires congolaises, qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. D'où il faut faire maintenant la part des choses entre l'adoption de cette loi référendaire, que beaucoup confondent avec l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est ridicule. Une loi référendaire n'est que la mise en œuvre d'une disposition prévue dans la Constitution, et la Constitution ne pouvant pas s'appliquer ex abrupto. On n'applique pas la Constitution comme ça. On passe par des lois qui mettent en œuvre, mettent en application les dispositions, les prescrits normatifs inscrits dans la Constitution. Et donc, jusqu'aujourd'hui, le Rwanda est encore présent sur notre territoire. Je n'ai pas, moi, la conviction que nous ayons intérêt, même si nous sommes dotés de la loi référendaire,
à procéder au changement ou à une révision de la Constitution pendant qu'une partie du territoire national est occupée. Non. Se doter d'une loi référendaire qui est un cadre normatif, un cadre directif de comment on peut consulter le peuple souverain, ça ne veut pas dire édicter une nouvelle constitution. Il faut être de mauvaise foi pour confondre les deux étapes. Donc voilà la situation telle qu'elle se présente. Alors l'occupation Goma-Bukavu, on va en parler. Les verrous qu'il y a dans cette constitution, les débats aujourd'hui, si l'opposition s'agite, c'est parce que, je vais comme ça là interpréter un autre acteur politique qui avait dit, tout le monde est favorable au changement ou à la révision de la constitution, mais tout le monde ne veut pas voir Félix Tshisekedi aller au-delà de 2028. Ce n'est pas un problème d'individu, excusez-moi. Nous parlons d'un pays. Vous savez, nous les individus, nous passerons. Patrice Lumumba, qui a fait le plus pour ce pays, il n'est plus de ce monde. Mais nous continuons à travailler avec les idées qui nous ont léguées. Donc, ça ne se réduit pas à des individus. Un peuple est éternel. Des gens comme Étienne Tshisekedi, qui ont milité, qui ont bousculé les montagnes pour nous amener à tutoyer la démocratie, ils ne sont plus là. Mais nous travaillons en fonction des idées qu'ils nous ont laissées. Alors, il faut arrêter cette propension à vouloir tout ramener à des individus. La Constitution, ce n'est pas une affaire de Félix Tshisekedi. La Constitution est une affaire de chacun des 110 millions de Congolais. Ce n'est pas une affaire d'un opposant, quel qu'il soit. C'est une affaire de tous les Congolais. Lorsqu'on aura compris cela, on trouvera un peu plus de sérénité pour aborder les débats sur des choses qui sont utiles à tous les Congolais. Ce n'est pas une affaire d'individus. Même lorsque lui-même dit que si le peuple m'accorde la possibilité de continuer, je suis favorable. Mais c'est une prudence qui est à louer. C'est quelqu'un qui dit « je ne fais pas ceci pour moi ». Mais si le peuple estime que je peux le faire, à ce moment-là, oui, je suivrai la voie du peuple. Donc, je ne vois pas où est le problème. Qui est ce démocrate qui peut dire « non, moi je vais ignorer ce que le peuple va demander ». Ça ne serait pas être un démocrate. Les Américains, que nous avons toujours l'habitude de copier, ont limité ces mandats aussi à 2. Mais lorsque Hitler a menacé leurs intérêts nationaux, lorsque Hitler a voulu bouleverser complètement la stabilité au niveau global, les Américains ont décidé qu'un malade, quelqu'un qui ne marchait plus, le président Roosevelt, il ne marchait plus, il était sur une chaise roulante, sortir de la voiture, c'est un officier qui devait le porter, que ce malade-là fasse 4 mandats, parce que lui pouvait tenir tête à Hitler. Et si le peuple congolais, face à ces assauts incessants du président Kagame contre nous, depuis 1996, 30 ans, 1996, c'est le président Mobutu qui était au pouvoir, et Kagame l'a bousculé. Après 1996, 1997, il a mis Mzee Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Lorsque Mzee Désiré Kabila a décidé de défendre les intérêts de ses compatriotes, ils l'ont assassiné. Et Joseph Kabila est venu au pouvoir. Et maintenant, nous voyons qu'il fait route ensemble avec eux. Mais, excusez du peu, mais les Congolais ont le droit d'estimer que le plus grand danger contre leurs aspirations aujourd'hui est au Rwanda. Et nous voyons un président qui arrive et qui, le premier parmi tous les 3 que je viens de citer, a fait front contre Kagame, a le courage de se dresser contre cette menace existentielle que le Rwanda déploie contre nous. Je parle comme ça, je fais des projections théoriques. Les Congolais peuvent se dire, tant que Kagame est au Rwanda en train de menacer le Congo, Tshisekedi doit rester au pouvoir à Kinshasa. C'est où est le problème? démocratique. Qui peut empêcher ce peuple de raisonner comme ça, comme les Américains l'ont fait pour Roosevelt? Alors quoi? Où est le problème? C'est 2, 3 personnes qui vont dire non, le peuple congolais n'a pas droit parce que nous, on veut être là. Mais vous êtes là par la volonté, vous serez là par la volonté du peuple.
Et si le peuple dit que Tshisekedi reste, ce sera toujours par la volonté du peuple, auquel ce pays appartient. Il n'appartient ni à Tshisekedi, ni aux ennemis de Tshisekedi dans l'opposition. Voilà ce que je peux dire. Alors, occupation de Goma-Bukavu, quelle est votre lecture du récent rapport de l'ONU? Je vais creuser en disant, l'ONU, dans son récent rapport, présente Joseph Kabila comme étant, je vais dire, en pole position. Comment vous commentez ce rapport-là? Est-ce vrai? Vous avez côtoyé Joseph Kabila. Vous pensez que la personne de Joseph Kabila peut aujourd'hui se constituer en rebelle contre celui avec qui ils ont échangé, je vais dire, les signataires pour dire la remise et reprise à la tête de ces pays? C'est une grande surprise et une grande déception pour moi qui ai eu à travailler avec le président Joseph Kabila. Parce que pendant toutes les années que nous avons faites avec lui, à ses côtés, dans un gouvernement dont il était le principal responsable, nous avons été bercés par une affirmation claire, sans aménité. Le Congo, notre pays, vit sous une menace existentielle brandie par le Rwanda de Paul Kagame. Pendant toutes ces années, il a fait 18 ans au pouvoir. Moi, j'ai travaillé avec lui pendant 12 ans. Pendant ces 12 ans, c'est le message que j'entendais, c'est le message qu'il m'était demandé de répandre, de relayer à travers le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Oui. Et moi, j'ai travaillé avec le président Joseph Kabila. Je n'ai pas travaillé pour le président Joseph Kabila. C'est la République. Il était le président de la République. J'étais un ministre de la République. Je suis congolais. Je dois travailler pour le Congo. Et c'est ce message-là qu'avec conviction, nous avons relayé. Et j'ai eu l'impression qu'il était satisfait de cela, d'où ma reconduction régulière à la tête de ce ministère de la Communication. Et donc entendre aujourd'hui qu'il est en collusion avec cette menace existentielle, d'abord entendre sa première communication, cela m'avait poussé à rédiger une lettre ouverte que je lui ai adressée pour dire mon incompréhension, pour dire mon désespoir, pour dire mon questionnement face à ce qui m'apparaissait comme un virage à 180 degrés. Et donc je suis extrêmement déçu, et je répète ce que j'ai dit, je me suis senti floué. Et beaucoup de mes collègues de l'époque, je cite le ministre Paluku qui en parle aussi, avec un goût de cendre amère dans la bouche, nous nous rendons compte que nous avons été manipulés. Personne ne pouvait imaginer. Manipulés par Kabila. Ah bien sûr, naturellement, c'était notre chef. Quand vous êtes chef, vous avez la possibilité de manipuler ceux qui vous suivent. Et nous avons été manipulés parce que nous n'avons pas pu voir. Et même après son départ, j'ai mis un certain temps à comprendre. Même lorsque le président Félix Tshisekedi parlait de Kabila comme chef de la rébellion qui venait de naître, j'émettais des doutes. Et un jour, dans un entretien avec le président Félix Tshisekedi, je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit, il faut y aller un peu mollo avec votre prédécesseur, parce que peut-être qu'on veut vous opposer, tout ça. Le mieux, c'est que, comme vous avez fait un passage civilisé de témoins, il vaut mieux que ça reste comme ça. Mais maintenant, je suis obligé de me rendre compte que finalement, un chef d'État a ce que j'appelle une queue de girafe. Vous savez, la girafe, dans la savane, elle voit très loin par rapport à des animaux un peu plus courts. Voilà. Et donc, c'est le président qui avait raison, parce que imaginez un président honoraire, Joseph Kabila, aller à Kigali, se faire escorter par les forces spéciales rwandaises jusqu'à Goma, occupé par l'armée rwandaise, y installer ses pénates. Non, ça dépassait mon imagination. Ça dépassait mon imagination. Et donc, selon vous, aujourd'hui, les choses sont claires. Selon vous, qu'est-ce qui peut mettre fin à cette adversité, ou, je vais dire, les conflits dans l'Est? Vous l'avez dit au début de l'émission,
C'est incompréhensible qu'on change la constitution alors qu'il y a une partie occupée. Pour qu'on y arrive, et donc il faut une paix totale. Qu'est-ce qui peut mettre fin à cette guerre? Est-ce les dialogues tels que présentés par d'autres composantes politiques et de la société civile? Il y a beaucoup de choses qui peuvent concourir à ce que nous ayons la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, à laquelle tous les peuples aspirent. D'abord, je mets en doute la pertinence du concept même de conflit à l'Est. Je ne vois pas de conflit à l'Est. Ce que nous vivons à l'Est se définit en droit comme en sciences politiques, comme une agression militaire caractérisée du Rwanda contre la République démocratique du Congo. En pole position, ce sont des Congolais qui... Une agression hégémoniste, une agression prédatrice. Tout agresseur utilise toujours des forces renégates, des gens dans le camp adverse. Adolf Hitler utilisait en France l'extrême droite. Il utilisait certains groupes comme Rex en Belgique pour mieux pénétrer la société qu'il avait décidé d'anéantir. Donc je ne pense pas que ceux dont vous parlez comme étant en pole position puissent compter. Ça ne compte pas. L'AFC M23 sans le Rwanda n'existe pas. Donc pour nous, ce sont des supplétifs. Ce sont des renégats congolais qui sont utilisés, ils disparaîtraient aujourd'hui, demain le Rwanda créerait d'autres, donc c'est comme ça, c'est tout à fait normal. L'ennemi principal aujourd'hui, c'est le régime hégémoniste du président Paul Kagame, pas le Rwanda comme pays. Parce que la majorité des Rwandais n'est pas d'accord avec ce que Kagame est en train de faire dans notre pays. Et donc pour que la paix puisse régner, nous devons rétablir un équilibre de force entre la RDC et le Rwanda. Mais les autres moyens diplomatiques, l'apaisement ou la désescalade dans le débat politique à l'interne pour consolider l'unité de la nation, concourent à renforcer notre poids sur cette arène qui nous met face à face avec le régime hégémoniste et prédateur de Paul Kagame. Donc je ne considère pas comme des protagonistes importants l'AFC et le M23. C'est le Rwanda le problème et la solution viendra du rétablissement de l'équilibre entre le Rwanda et la RDC. Et donc, initier un dialogue, ce sera une solution structurelle. C'est une solution qui n'est pas inutile en tant que telle, mais c'est une solution périphérique, c'est une solution marginale. Le cœur de la solution se trouve dans le rapport de force entre nous et le Rwanda. Et vous savez, même ce dialogue-là fait partie de ce rapport de force que nous voulons consolider en faveur du Congo. L'unité des Congolais va rendre le Congo plus fort par rapport au Rwanda. Il est rare que vous entendiez des bruits, que vous entendiez des contestations, que vous entendiez des remises en cause de la politique hégémoniste et prédatrice de Paul Kagame au Rwanda. Le Rwanda a aussi des évêques catholiques. Il a aussi des pasteurs protestants. Jamais nous n'avons entendu un évêque parler de tout ce que le président Kagame est en train de faire, les assassinats des opposants, même de ses propres frères, les Kizito, des emprisonnements des gens comme Madame Victoire Ingabire, les assassinats de gens comme celui qu'on a assassiné en Afrique du Sud, tentative d'assassinat sur ce général Kayumba en Afrique du Sud, l'assassinat de Seth Sedashonga au Kenya. Jamais vous n'entendez les évêques, au moment où ils sont en conflit avec nous, où ils ont traversé notre frontière, tous sont derrière Kagame. Mais c'est ici que nous voyons des gens prendre des libertés, nos évêques qui sont en train de mobiliser des gens pour aller manifester devant le siège où travaille le commandant suprême de nos forces armées, pendant que nos forces armées sont en guerre. C'est de la trahison. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc le dialogue doit aider à ramener tous ces gens ensemble et
résoudre le problème qui est primordial, celui de bouter le Rwanda hors du territoire congolais. Alors ça ne sert à rien le pacte social que propose la CENCO, selon vous? Il peut servir à quelque chose s'il est pris en charge par les institutions que le peuple s'est données. La CENCO n'a pas reçu mission de qui que ce soit de se subroger au président de la République, qui est l'élu de tous les Congolais. La CENCO n'a pas reçu le droit de se substituer au Parlement ou aux assemblées provinciales. Il n'y a que le président, le Parlement, les assemblées provinciales et les élus locaux qui ont reçu un mandat du peuple pour résoudre les problèmes du peuple. Donc, je reconnais un droit de proposition à la CENCO, mais prétendre que c'est eux, comme ils le font, qui doivent maintenant même prendre la direction de ce dialogue, ça c'est quelque chose d'inacceptable. Or, sous Kabila, cela a réussi. Les bons offices qu'ils ont accordés, cela a réussi à contribuer à quelque chose jusqu'à avoir l'alternance à la tête du pays. Oui, mais à ce moment-là, nous n'avons assisté nulle part à une remise en cause de l'institutionnel. Ils ont travaillé sous mandat de l'institutionnel. Ici, ils veulent se donner un mandat. C'est différent. C'est Kabila qui a demandé à la CENCO de faire des choses. Ici, la CENCO veut imposer à Tshisekedi son pouvoir, ce qu'il doit faire. Voilà. Alors, là est toute la différence. Le 8 juillet, ça sera un appel à la démission du président de la République. Légalement parlant, cette initiative est aussi prise en charge par les lois de la République? C'est de l'infantilisme. Il n'y a personne qui acceptera qu'un président de la République, en plein exercice de son mandat, pendant que son pays est agressé par l'étranger, des drones qui tuent nos compatriotes, des villages entiers qui sont dépeuplés pour être repeuplés par le trop-plein des Rwandais, et que le président doive démissionner. Ça, c'est effectivement de la haute trahison. Vous parlez haute trahison? Oui. Or, la Constitution prévoit aussi la démission comme l'une des démarches par laquelle on peut constater. Oui, je vous rappelle que la démission est un acte volontaire. La démission d'un président de la République ou la démission d'un député. Moi, je suis député. Si je dis je démissionne aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui... Ce n'était pas un acte qui vient de l'extérieur. C'est moi qui prends mon bic et mon papier et qui écrit au président de l'Assemblée pour telle raison, je présente ma démission. Et encore faut-il que le président de l'Assemblée accepte cette démission. Donc, je ne sais pas comment Tshisekedi pourrait démissionner par ceux qui vont manifester. C'est quoi? Je ne comprends pas. L'acte de démission est un acte volontaire de Tshisekedi, mais vous êtes là en train de me dire que c'est ceux qui vont manifester qui ont le droit de démissionner Tshisekedi. Est-ce que c'est eux qui démissionnent? La démission est un acte personnel, volontaire. Ce n'est pas Tshisekedi qui va aller manifester pour se demander à lui-même de démissionner. Nous entrons là un peu dans un domaine... métaphysique qui m'échappe. Ça échappe à ma raison. Dernier chapitre de cette interview, la reconstruction du pays. Vous êtes l'un des notables de la province d'Issankuru, mais on vous accuse, vous les notables, de n'avoir rien fait dans vos fiefs. Qu'est-ce qui se passe, M. Lambert Mende? Il ne revient pas aux notables de construire quelques provinces que ce soit. Je ne connais pas de province dans le monde entier qui se soit construit par les notables dans un État digne de ce nom. Les États ont des institutions, mon ami. Nous, les notables, nous sommes une structure informelle, totalement informelle. Dans un village ou dans une commune, vous avez les institutions, il y a le bourgmestre, il y a le chef du village, etc. Puis vous avez quand même des gens qui sont là-bas, qui ont vécu pendant des années, ou qui ont une certaine influence socio-politique ou socio-culturelle dans le pays auquel on demande des conseils de temps en temps et tout ça. Mais ça s'arrête là. La responsabilité de la gestion d'une entité territoriale incombe aux instances politico-administratives de cette entité. Il y a dans notre province, comme dans toutes les autres, un gouvernement provincial. Il y a même une assemblée provinciale. Et puis il y a les démembrements des différents ministères du gouvernement central avec des chefs de division. Il y a même des ministres provinciaux. Alors curieusement, ce seraient les notables qui ne construisent pas.
Ce n'est pas le gouvernement provincial Alors auquel il que revient de construire. Vous avez la possibilité. Moi, je peux construire quelque chose. Je n'ai pas de budget d'abord pour cela, mais je peux sacrifier une partie de ce que je peux gagner à construire quelque chose. En ce qui me concerne, j'ai construit, par exemple, le mur d'enceinte d'un stade à Lodja. C'est le gouvernement qui aurait dû construire cela. J'ai construit un port pour faciliter, pour désenclaver la province. J'ai même créé une route toute faite dans la jungle de 90 km, toujours pour désenclaver. Mais c'est des initiatives privées qui viennent, qui ne peuvent être considérées que comme des apports, des appoints à l'initiative structurelle de l'État. Donc notre rôle à nous comme députés ici, c'est de scier les côtes des ministres du gouvernement central qui doivent tourner vers leur regard vers Justement, les entités qui ça. sont les nôtres. Vous avez la possibilité. Et c'est ce que nous faisons, mais ce n'est pas d'influencer. nous qui construisons. Nous sollicitons, nous faisons du lobbying, nous essayons d'expliquer qu'il y a des problèmes là-bas qui méritent qu'on s'y penche, et ça s'arrête là. Très bien pour ça. Est-ce que s'arrête vous avez là. le sentiment que la province du Sankuru est l'entité mal servie du régime Tshisekedi? Nous ne pouvons pas dire que la province est l'entité mal servie du régime Tshisekedi. Ou moins servie? Nous faisons partie des entités nouvellement créées qui n'ont pas encore atteint un niveau d'organisation tel qu'elles puissent se maintenir la tête hors de l'eau, comme c'est le cas pour d'autres, comme le Lualaba, comme le Haut-Katanga, comme la province du Congo central, ou même Kinshasa, où nous nous trouvons. Donc là, nous avons des problèmes qui sont les mêmes que bien d'autres. Vous avez, par exemple, la Chouapa, vous avez d'autres provinces, le Bazouélé, où il y a les mêmes types de problèmes. Donc c'est un problème national. Il faut éviter cette espèce de fixation. De fixation sur des chapelles particulières. Non. Le pays, dans son ensemble, a besoin de disposer de plus de moyens, de mieux les gérer, d'où l'importance du contrôle, afin de pouvoir faire ruisseler le développement et le bien-être à tous ces 110 millions d'habitants. D'où ces moyens, je vais dire, 30% ou voire plus utilisés pour mettre ou imposer la paix dans l'Est. Pensez-vous que sous Tshisekedi, la reconstruction du pays a marché? Mais la reconstruction du pays marche, mais à pas très lent. On pouvait faire mieux s'il n'y avait pas eu cette agression du Rwanda sur l'Est de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'ai l'habitude de condamner fermement tous ceux qui veulent nous distraire de cette agression, tous ceux qui veulent banaliser cette agression. On voit même des évêques tisser des lauriers à Paul Kagame, notre agresseur. Ah, il est mieux organisé. Ah, on voit vraiment que ça monte chez lui. Mais quand un voleur vient prendre ton argent et qu'avec ton argent, il s'achète une moto pour arriver au boulot à temps, alors que toi qui as été victime du vol, tu es obligé d'aller à pied, tu ne vas quand même pas le féliciter. C'est totalement insensé. Kagame a une philosophie en vertu de laquelle le salut du Rwanda réside dans le pillage de la République démocratique du Congo. Et entendre des élites congolaises féliciter le Rwanda pour le fait qu'il s'en sorte avec le fruit du pillage qu'il opère chez nous, ça c'est quelque chose qu'il faut condamner avec la toute dernière énergie. C'est une démarche que vous avez commencée, jouer le rôle du sapeur-pompier pour rapprocher les prédécesseurs et les successeurs. Si aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir Joseph Kabila au téléphone, vous lui dites quoi? Je dirais au président Kabila, avec tout le respect qui lui est dû, qu'il faut qu'il aille à Canossa, comme on dit. Je lui dirais, président, allez à Canossa. Vous êtes sur la mauvaise piste, faites demi-tour. Rompez les amarres avec Paul Kagame. C'est le message. Un vrai Congolais aujourd'hui ne peut pas être à l'aise, ne peut pas trouver de solution. S'il a vraiment, si tant est que son objectif est de trouver une solution à ce qui se passe au Congo, il faut rompre les amarres avec Kagame. Puisque Kagame ne changera plus jamais d'option. Il est enfoncé, englué
dans son idéologie suprémaciste. Je ne sais pas d'où il croit qu'il est supérieur à tous les autres peuples autour de son pays dans la région des Grands Lacs. Mais il faut que Joseph Kabila rompe les amarres avec Kagame et rentre à la maison. Il y a bien sûr ces condamnations, etc. Oui, ça aussi. Mais il n'y a rien qui ne puisse être géré. Il n'y a rien qui ne puisse être géré. Et je rappelle que, par exemple, un officier valable comme Eddie Kapend avait été condamné à mort ici le plus régulièrement du monde. Aujourd'hui, est-ce qu'Eddie Kapend est au bout d'une corde? Il joue un rôle très important au pays. Est-ce qu'il est dans une prison? Il commande nos troupes dans toute la partie sud de notre pays. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des malentendus qui peuvent arriver. Il faut savoir en sortir. Le problème, ce n'est pas de poser un acte qui est répréhensible. Tout homme est faillible. Mais ce qui est diabolique, c'est de persévérer dans l'erreur. Très bien. Il faut aller à Canossa. Il faut rompre avec Kagame. Voilà le message que je donnerai au président honoraire. Merci beaucoup. Dernière question pour finir. Le peuple vous suit. Vos collègues députés vous suivent, les ministres, je vais dire les décideurs. Vous avez la caméra. Quel est le dernier message? Le message que je peux donner aujourd'hui aux élites congolaises est de en finir avec cette inconséquence politique qui nous amène souvent à confondre les priorités. Nous mettons parfois des priorités là où elles ne doivent pas être et nous négligeons les vraies priorités. Je les engage à prendre à cœur le fait qu'aujourd'hui, la priorité pour notre peuple, c'est de mettre fin à cette agression incessante que le Rwanda développe dans notre pays depuis 1996. Nous en sommes à la 5e agression, celle que le président Félix Tshisekedi essaye maintenant de conjurer. C'est la 5e. Or, certains membres de l'élite croient que la priorité est ailleurs. C'est que deviendra Tshisekedi après 2018, etc. Non, la priorité, c'est faire recouvrer à notre peuple ses droits élémentaires qui sont chaque jour violés par un pays voisin, par un régime dans un pays voisin. Des territoires entiers sont dépeuplés et repeuplés par des Rwandais qui sont envoyés par le régime de Kigali. Patrice Lumumba, dont je suis un disciple, nous avait déjà mis en garde depuis 1960, lorsque il nous parlait de la balkanisation programmée de notre pays. Aujourd'hui, Kagame est en train de dérouler la mise en œuvre de cette politique de balkanisation du Congo. Il ne faut pas que les élites banalisent cela. Concentrons-nous sur ce danger. Le moment viendra où nous pourrons résoudre tous les autres problèmes entre nous, Congolais. Et surtout, n'ayons pas la mauvaise idée de croire que nous pouvons, de manière impunie, utiliser la mauvaise foi de Kagame pour peser sur la balance de nos petites contradictions internes. Ce serait la meilleure façon de trahir la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Lambert Mende. C'est moi. À cœur ouvert dans grande interview, très percutant. Vous ne fouillez pas de questions. Hein, c'est pas mon habitude. Oui, mais qu'est-ce que Kabila vous a dit en quittant le pouvoir? Vous pensez qu'il avait les intentions de revenir? Il est possible qu'il ait eu l'intention de revenir, mais il ne m'en a pas fait la confidence. Vous savez que Joseph Kabila était un homme très taiseux. Il était difficile de savoir ce qu'il pensait. Parfois, il fallait vraiment aller faire de la maïeutique, aller le chercher vraiment par des petites provocations et tout ça, mais je n'ai pas eu l'occasion de recevoir ces confidences quant à ce. Vous pensez qu'il a toujours un rôle à jouer au pays? Ou encore un rôle à jouer au pays? Tout Congolais a toujours un rôle à jouer. La question est de savoir à quel niveau. Vous savez, même la maman qui nous vend la chikwang dans la rue, c'est un rôle. Parce que sans ça, je ne mangerai pas. Très bien, nous avons fini. Lambert Mende, de plus en plus réclamé par les Congolais. Vous avez été porte-parole du gouvernement très percutant sur tous les plateaux de télévision du monde. Mais le président Tshisekedi ne vous a pas encore détecté. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le président qui fait le gouvernement. Laissez-lui au moins ce pouvoir-là.
Et je suis bien là où je suis. Je suis membre de l'Assemblée nationale. Je suis président du conseil d'administration de lignes maritimes congolaises. Je vous assure, ça me prend beaucoup de temps. Très bien. Madame, Messieurs, c'était un plaisir de vous tenir compagnie dans le cadre de ces programmes patriotiques sur Univers Télévision. Et continuez donc de consommer cette émission sur toutes nos plateformes numériques. Que Dieu bénisse la RDC et son peuple. Merci.